Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. On va démarrer dans pas longtemps cette année. On est deux à animer. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Julien. Je travaille pas en ce moment, c'est super, vous devriez essayer. Je suis cette année, j'ai une binôme, je suis très heureux. Et donc, c'est Margot, elle a 3 qualités. 1, elle a accepté sans vraiment le vouloir. 2, elle est championne de beatbox, donc si vous applaudissez suffisamment les conférences, elle en fera une démonstration. Et 3, elle connaît tout sur les projections. Donc si jamais il y a un truc que vous n'avez pas bien compris, elle peut vous expliquer ce midi en 5 minutes. Bienvenue Margot. Merci. Ok, on va commencer par une présentation qui va nous permettre de faire un tour du côté du patrimoine très riche qu'on a ici. Vous avez pu le voir, à commencer par les bâtiments de l'université. Donc c'est la modélisation multi-échelle des données patrimoniales du plan de sauvegarde et de mise en valeur d'Avignon, de la parcelle à Lilo, qui va être présentée par Daniel Terry, Sabrich Kioa, Margot Ferrand et Jean-Pierre Serna. Ah ouais, vous vous déplacez en famille quoi. D'accord. D'accord. Ah, il était pris pour le repas. Le repas de famille. Non mais allez-y. Alors un conseil pour tous les intervenants et intervenantes à venir. Allez-y, montez. C'est pas moi qui vais faire la présentation. Allez-y. Il y a un micro ici, vous avez aussi droit au micro-main que je vais finir par lâcher là dans quelques secondes. Il n'y a pas QGIS sur cette machine, mais il y a ArcGIS. Donc n'hésitez pas à travailler avec pour faire vos démonstrations. Niveau licence, merci Nicolas. Voilà, donc il n'y a pas QGIS, donc préparez-vous là-dessus. Et normalement, toutes sont, si vous voulez chercher votre présentation, si jamais j'ai eu la flemme de cliquer par exemple, ou Margot, elles sont sur un petit dossier qui s'appelle Conférence ESRI 2025. Voilà. Sur ce, je passe la parole aux intervenants et intervenantes. Merci de leur faire un chaleureux accueil parce que c'est les premiers. Merci beaucoup pour l'organisation de la journée, pour nous laisser la parole. Donc pour recontextualiser un petit peu effectivement notre communication qu'on a appelée modélisation multi-échelle des données patrimoniales du plan de sauvegarde et de mise en valeur d'Avignon de la parcelle à Lilo. C'est une communication qui s'inscrit dans le cadre de la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville, donc le PSMV. Le PSMV, c'est un document d'urbanisme. C'est le document d'urbanisme qui se substitue au PLU, au plan local d'urbanisme, dans le cadre d'un secteur sauvegardé, d'un site patrimonial remarquable. Donc je vais faire rapide sur la contextualisation, mais c'est quand même important. Un secteur sauvegardé, donc c'est un dispositif de protection du patrimoine urbain qui est issu de la loi Malraux de 1962. Donc un secteur sauvegardé, à présent ça s'appelle site patrimonial remarquable, c'est un quartier dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente d'un point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager un intérêt public. Donc ça a 2 objectifs, disons, la création de ces secteurs sauvegardés. Ça a eu 2 objectifs et c'est toujours le cas, donc préserver l'intégrité physique des quartiers historiques dégradés, et menacé de destruction, surtout dans les années 60, quand la loi a été promue, il y avait vraiment un besoin d'arrêter la destruction massive de certains quartiers. Donc préserver ces quartiers tout en permettant la réhabilitation par une intervention importante de la politique, disons. Il manquait un mot, pardon. Donc ces 2 missions peuvent paraître assez simples quand elles sont menées de manière distincte, mais ensemble, c'est parfois assez compliqué. Donc, un PSMV, ça a plusieurs objectifs. Donc, tout d'abord, c'est ce que je vous disais, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine historique, architectural et archéologique. Ça définit une protection très fine, puisque la protection est sur les extérieurs d'immeubles, mais également sur les intérieurs d'immeubles dans tout le secteur sauvegardé. Également une protection sur les espaces libres, qu'ils soient privatifs ou publics,
donc les jardins, les cœurs d'îlots, les cours, etc. Également une protection sur le patrimoine végétal, que ce soit les places, les parvis, les calades, les alignements d'arbres, etc. Un autre objectif du PSMV, c'est la prise en compte de la diversité des fonctions urbaines, la prise en compte également des enjeux du développement durable, la prise en compte également des problèmes d'accessibilité des espaces publics, mais également des immeubles, la prévention des risques naturels et enfin la cohérence nécessaire entre ce document d'urbanisme et tous les autres documents d'urbanisme de la commune. Donc le contenu d'un PSMV est assez costaud, si je peux dire. Il y a un rapport de présentation, un règlement, bien sûr, un règlement qui est accompagné d'un document graphique dont je montrerai un exemple, des orientations d'aménagement et de programmation, de nombreuses annexes qui peuvent varier d'un PSMV à un autre, et ce qu'on appelle un fichier immeuble. Donc c'est une base de connaissances immeuble par immeuble pour essayer de faciliter l'instruction et la gestion des projets, notamment en site patrimonial remarquable. Donc très rapidement, le site patrimonial remarquable d'Avignon, c'est un des premiers à avoir été créé en 1964. Donc pour lutter contre la démolition du quartier de la Balance. Donc le premier secteur sauvegardé, vous le voyez ici, il était quand même relativement petit. Puis en 91, il y a eu un agrandissement de ce secteur sauvegardé qui aujourd'hui compte la totalité de l'intramuros, voire un peu plus large puisqu'il va jusqu'au bord du Rhône comme vous pouvez le voir. En deux mots, quelques chiffres sur ce PSMV. Donc là, vous voyez un exemple de la légende, du plan graphique du PSMV. Donc c'est l'un des plus grands secteurs sauvegardés de France, par sa taille, puisqu'il fait 169 hectares, il compte plus de 14 000 logements. Et sa légende s'applique à plus de 8000 immeubles ou parties d'immeubles. Donc là, vous voyez un exemple de ce plan graphique avec la légende qui est donc à une granulométrie très fine, puisque comme je vous disais, chaque immeuble a une réglementation qui lui est propre, voire chaque partie d'immeuble. Un immeuble peut avoir plusieurs réglementations selon sa partie. Il y a aussi une réglementation donc, sur les espaces publics, sur les arbres, etc. Donc on a un système de légende très fin qui va renseigner cet espace bâti et non bâti. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville d'Avignon, donc un document qui est assez vieux, puisqu'il a été approuvé en 2007, mais à la suite déjà de plus de 10 ans d'études. Il est aujourd'hui assez obsolète sur certains points. J'y reviendrai rapidement, mais pour autant, c'est un outil quand même qui est assez moderne, ou du moins qui a été modernisé grâce à François Gantz, puisque c'est l'un des premiers PSMV à avoir été numérisé. Et donc, il est accessible en ligne sur le site de cartes de la mairie d'Avignon. C'est un outil qui est vraiment accessible et très utile tous les jours, que ce soit pour les porteurs de projets ou les instructeurs des dossiers d'urbanisme. Donc la révision, très rapidement, elle a plusieurs objectifs. On a lancé la révision il y a 1 an maintenant. C'est un projet qui s'étale sur plus de 5 ans. Donc c'est un gros projet, disons. Sans rentrer dans les détails, les objectifs majeurs, on va dire, de cette révision, c'est tout d'abord d'améliorer la connaissance des patrimoines et des usages de ce secteur sauvegardé, puisqu'on connaît plus ou moins bien certains bâtiments, mais le patrimoine ordinaire est encore assez mal connu. Dans le PSMV actuel, le patrimoine contemporain n'est pas vraiment pris en considération. La place du théâtre l'est très peu aussi, alors que dans une ville comme Avignon, on pourrait s'attendre quand même à que ça soit un sujet central. Et bien sûr, les questions environnementales, climatiques
sont très peu traités dans ce plan de sauvegarde et de mise en valeur, et c'est ce qui devrait changer dans le nouveau, puisque l'ambition serait de faire le premier PSMV bioclimatique, si on peut dire ça comme ça. L'un des objectifs aussi est de co-construire avec les acteurs institutionnels ce document, puisqu'il est souvent mal connu, mal aimé, et pourtant il permet de faire vivre aussi les projets dans la ville et dans l'intramuros. De numériser bien sûr sous format CNIJ ce document avec la nouvelle légende, et enfin, je n'ai pas fait dans l'ordre, de moderniser l'outil de sorte d'avoir des outils qui nous permettent d'étudier le processus d'urbanisation sur un temps long, d'interroger vraiment la transformation de cet intramuros, les persistances également, et de pouvoir avoir tant des outils qui nous permettent de faire de la recherche que de faire du projet. Donc essayer d'avoir des outils qui nous permettent de changer d'échelle aussi. Ça, c'est un besoin vraiment qu'on a demandé à notre maîtrise d'œuvre, d'arriver à varier les échelles de lecture, que ce soit pour faire de la recherche sur le territoire, comme pour étudier vraiment les projets, donc de passer vraiment d'une vision à l'îlot à la vision à la parcelle, puisque dans les documents, l'obligation, c'est d'avoir un fichier immeuble. Toutefois, pour vraiment arriver à faire des projets en ville, il nous paraissait important de dézoomer, et certes d'avoir ces fichiers immeubles qui sont obligatoires, mais aussi d'avoir des fichiers îlots qui nous permettent vraiment de contextualiser les projets à une autre échelle. Alors, moi je suis Jean-Pierre Cernat de l'atelier d'architecture Philippe Prost. Nous, on est l'équipe qui prend en charge la révision du PSMV. Et dans le contexte de cette révision, nous, on a, comme Marolo a bien précisé, multiples activités et objectifs. L'un d'entre eux, c'est justement la réalisation de ces fiches et la modernisation de l'outil. Alors, la première question qu'on se pose, que peut le QGIS dans un contexte où on est beaucoup d'interlocuteurs avec des métiers très différents les uns des autres, avec des points de vue, des façons de voir et des façons de faire qui sont aussi tout aussi différents, et qui parfois paraissent évidents parce que quand un paysagiste et un architecte se rencontrent, ils parlent de la ville, parce que les écologistes peuvent parler aussi de la ville, et encore aussi les géomaticiens, ou moi particulièrement en tant qu'ethnographe. Alors, le QGIS devient un outil carrefour où nous, on peut concentrer toutes nos façons de voir et de faire pour essayer de faire émerger un outil de modernisation. Alors, les contraintes qui nous ont été données au départ pour cette modernisation, c'est de créer un dispositif évolutif, c'est-à-dire que ce que l'on fait aujourd'hui peut être rectifié, corrigé rapidement par les services de la ville, dans la mesure où juridiquement il est permis de le faire. Parce que comme il s'agit aussi d'un règlement, il y a des choses qui ne peuvent pas changer. Néanmoins, la connaissance historique ou la connaissance à l'échelle des bâtiments de la parcelle, de l'îlot ou du SPR, elles peuvent évoluer. Il faut créer un modèle donc qui soit applicable sur l'ensemble de 235 kg et des 565 parcelles. Ça, c'est la partie que nous, on va maîtriser au départ. Et puis ensuite, ce modèle il doit être reproductible ensuite par la ville d'Avignon pour poursuivre les traitements sur 3235 parcelles restantes. Après, ce qu'il faut dire, c'est que si on va systématiser, c'est pas non plus que une fois qu'on fait tous les paramétrages des cartes, des données ou des informations, on clique sur un bouton et après QGIS, il va travailler tout seul. Nous, on a besoin d'intervenir ensuite pour créer de nouvelles données, pour développer des analyses. Et donc, ce qui fait qu'à chaque fois, il y a une nouvelle dimension qui complexifie notre tâche. Alors, les opportunités, c'est justement réviser les données existantes, les numériser et les actualiser sur toutes les thématiques que l'on traite. On peut donc créer aussi de nouvelles données, de nouvelles informations que l'on renseigne aux différentes échelles. Sur les aspects techniques, Sabri y reviendra. Et puis ensuite, on va consolider une base de données qui a bien plus de 50 paramètres à l'échelle de la parcelle et de l'îlot
ça contient un certain nombre de choses que nous on mobilise en matière de dessin et de renseignements pour nos analyses. La réalisation de ce modèle permet de porter à connaissance l'histoire et la morphologie du centre-ville de manière équilibrée à l'échelle du SPR, c'est-à-dire qu'on ne va pas se concentrer que sur les éléments qu'on considère qui ont une valeur patrimoniale importante, mais on va pouvoir renseigner l'ensemble du bâti. Et puis ensuite, et là j'y tiens vraiment, il nous permet d'expérimenter. Nous, pour une question de temps et aussi d'argent, on ne pouvait pas se donner la possibilité d'inventer de nouvelles choses. Néanmoins, QGIS, il a beaucoup de possibilités, beaucoup de choses qui sont parfois un peu endormies, qu'il faut voir comment on peut les utiliser. Alors nous, avec tous nos points de vue, on a essayé de faire des brainstorming pour avoir des idées de ce que on peut faire à partir du QGIS. Il y a des choses qu'on sait qui existent, comme par exemple la décomposition de géométrie, et qu'on peut utiliser. Il y a des choses que parfois on mobilise, mais on n'est pas vraiment sûr où est-ce que ça va nous amener, mais on profite de l'occasion pour justement les exploiter et voir si ça peut avoir une utilité dans le QGIS. Et puis ensuite, ça rend pour la fiche immeuble une fiche de 9 pages où on parle à la fois de la contextualisation de l'îlot, une approche paysagère environnementale. On met en contexte l'îlot à partir des images, des points de vue qu'on réfère dans le plan, des questions sur la morphologie, l'archéologie, la carte archéologique de l'histoire d'Avignon qu'on actualise pour pouvoir rendre compte du palimpseste de la ville, puis ensuite exploiter des sources historiques avec des points de géoréférencement à l'échelle de l'élément qu'on est en train de renseigner, et enfin donner un état de lieu de la documentation qui est disponible. À partir de cela, les instructeurs peuvent avoir des outils à disposition plus rapides et accessibles pour traiter leur permis de construire, mais encore, cette fiche, par exemple, peut être diffusée au grand public. Donc ça veut dire qu'à la fois, on joue avec un langage qui est très technique pour les instructeurs et les techniciens de la ville, mais aussi, en même temps, il doit être grand public parce qu'il doit être compréhensible pour l'ensemble des personnes qui peuvent avoir accès à cette fiche. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Sabri. J'étais chargé de cliquer et accessoirement des fois de réfléchir. Donc, comme disaient Jean-Pierre et Margot, l'intérêt de ce projet, ce qui était vraiment intéressant, c'est d'avoir différents points de vue, différentes perspectives, que ce soit le point de vue de la ville d'Avignon, le point de vue de la maîtrise d'œuvre qui coordonnait différents participants. Donc, il y avait des équipes chargées de l'environnement, du patrimoine, etc. Et moi, mon rôle principalement, c'était de créer une infrastructure technique, des outils techniques qui permettaient de faire la saisie. Donc, on a d'abord commencé par élaborer un GeoPackage disponible pour l'équipe Prost, les architectes. Donc, ce qu'on a fait, c'est merci Gantz, monsieur François Gantz, qui est dans la salle, qui nous a fourni pas mal de données, qui nous a permis d'alimenter ce GeoPackage. Donc, comme vous pouvez voir, on a créé c'est pas très net, même moi, j'arrive pas à lire. On a créé un GeoPackage assez complet. Ça a posé des petites questions, des petits soucis techniques, mais comme disait Jean-Pierre, c'était pas mal d'expérimentation. Donc on a utilisé plusieurs projets simultanément. On a d'abord ce qu'on appelle un projet master. Bon, désolé pour l'anglicisme. Donc c'est un projet qui compile toutes les données, les différents projets, et qui permet de générer les atlas. Donc ensuite, comme je disais, on a plusieurs projets dans le GeoPackage. Donc principalement, on avait un projet d'arborescence de données qui compilait toutes les données, différents projets historiques de terrain, mais les projets principaux qui permettent de générer les atlas, c'était principalement fiches parcelles et fiches îlots. Donc une des difficultés principales de ce projet, c'était de permettre à des utilisateurs non aguerris de pouvoir faire de la saisie de façon aisée. Donc c'est pour ça qu'on a créé différents formulaires personnalisés en fonction des utilisateurs. Et on a aussi plusieurs formulaires de saisie en fonction d'une saisie qui est sur soit QField ou soit sur QGIS. Je vais vous expliquer pourquoi juste après.
Donc, comme vous pouvez voir, on a des onglets thématiques en fonction des utilisateurs, approche écologique pour les photos, pour l'approche paysagère, et dossier documentaire qui est extrêmement important. Et ici, on a créé des formulaires spécifiques pour la collecte de photos. À noter que la photo, elles sont compilées en interne, donc on utilise le format blob pour pouvoir intégrer les photos dans l'atlas. Ça pose quelques difficultés, mais par contre, ça permet de partager les données et chaque utilisateur a accès à toutes les photos. Et évidemment, on a créé des formulaires spécifiquement pour le CNIJ avec des menus déroulants, des cascades, des menus en cascade, des contraintes et des données pré-saisies pour pouvoir aider les utilisateurs à la saisie. Donc on a aussi une version spécifique pour QFIL Cloud qui est différenciée de la version sur QGIS. Donc, comme je disais, une des contraintes de QFIL Cloud, que j'adore par ailleurs, c'est pas le souci, mais comme on a un compte en ligne, on a été limité niveau place, ce qui fait qu'on a privilégié la saisie de photos sur QGIS en local chez les utilisateurs. Donc QFIL Cloud sert uniquement pour les partenaires externes à collecter les données et les partager entre les différents utilisateurs. Comme disait mon collègue Jean-Pierre, un des intérêts principaux de ce projet, c'est de pouvoir générer des atlas automatiques. Donc, par exemple, là, vous voyez un exemple d'utilisation. Donc ça, on utilise des champs, par exemple, sur les îlots ou sur les parcelles. Là, ça permet de générer un dossier documentaire. À noter que ce dossier documentaire, il filtre en fonction du numéro d'îlot. Donc on a une table spécifique et après on peut filtrer et juste afficher, en utilisant des tables enfants, afficher juste les éléments qui sont dans l'îlot de la fiche. Donc là vous voyez quelques exemples de fiches. On a pu combiner cartes, photos, table enfants, etc. Et par contre, un des éléments extrêmement intéressants, comme disait Jean-Pierre, on a pu expérimenter, donc ça c'était vraiment bien que la ville et que le cabinet d'architecture soit ouvert et demandeur d'expérimentation. Donc, par exemple, là, j'ai créé ce que j'appelle entre guillemets une matrice des espaces bâtis, et une matrice des largeurs de façade. Donc, l'idée, par exemple, ici, c'était d'avoir ordonné les différentes façades sur rue. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a extrait toutes les façades sur rue des bâtis. Et après, l'idée, c'était de pouvoir réutiliser la couche bâtie et de pouvoir les ordonner en fonction de la taille. Donc, ce qui s'est passé, par exemple, quand on n'utilise pas la fonction Atlas, vous voyez, il y a plein de bâtis qui se superposent. Par exemple, il y a 234 îlots et pour chaque îlot, on a un bâti en première position. Donc la première difficulté, au début, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un quadrillage, une grille, de cette manière, pour pouvoir récupérer la position de chaque cadre et attribuer au bâti la position dans la matrice. En premier, ce que j'avais fait, c'est que j'avais utilisé le générateur de géométrie pour, entre guillemets, translater à la volée. Bon, évidemment, sur des milliers de bâtiments, l'ordinateur n'a pas trop aimé. Donc, dans un second temps, on a créé une couche spécifique où chaque bâti était translaté. Ça crée un peu une couche bizarre où on voit tous les bâtiments superposés. Pareil ici. Et donc, ce qui permet pour chaque îlot d'avoir un quadrillage où on organise de façon, en fonction de la taille, tous les bâtis. Donc, moi, je me suis bien amusé à créer différentes formules, à utiliser le générateur de géométrie. Par exemple, là, c'était la première version où on translatait les géométries. Et on redimensionnait, et on redimensionnait chaque carré en fonction de la taille du cadre. Parce que le souci, il y a des tout petits bâtiments où il y a le palais des papes qui est vraiment énorme, donc si on les faisait à l'échelle, on aurait eu le palais des papes, et là un tout petit bâtiment de la taille d'un point. Une autre chose qui était super intéressante aussi, c'était de faire un traitement des largeurs de façade. Une minute. Okay. Bon, il reste 2 minutes, je vais essayer d'accélérer. De toute façon, je pense que c'est l'avant-dernière slide. Donc, une chose qui était vraiment super intéressante, c'était le traitement des largeurs de façade sur rue. Donc, dans un premier temps,
en utilisant mon QGIS adoré, j'ai pu extraire toutes les façades. C'était un petit peu compliqué. Ensuite, j'ai créé une matrice de position. Comme je vous disais ici, c'est un quadrillage où je récupère la coordonnée de chaque carré pour pouvoir attribuer la coordonnée à chaque bâtiment, pour pouvoir le déplacer. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une couche uniquement des façades. Et la petite difficulté que je n'avais pas prévue au début, c'est que quand je découpe les façades, ce n'est pas la façade de tout le bâti. Donc j'ai dû créer un cadre pour chaque façade, histoire de pouvoir repositionner correctement. Donc c'est pour ça qu'ici, vous voyez, on a l'emprise et l'emprise plus la façade. Ça permet après de redimensionner proprement. Façade sur rue, oui, pardon, excusez-moi. Mais pour moi, c'est tellement évident quand je disais dans ma tête façade, mais oui, mais façade qui donne sur rue, sur l'espace public. Bon, je ne vous liste pas de façon exhaustive tous les traitements qui ont été faits, c'est juste je vous montre quelques traitements que moi je trouve intéressants ou qui m'ont un peu pris la tête. Donc, par exemple, là aussi, on a utilisé le même principe. Au début, j'avais intégré un petit zoom, ça c'est en fonction de l'atlas, donc sur chaque fiche, donc le petit rond se déplace. J'avais prévu un petit zoom, mais apparemment Jean-Pierre n'aimait pas trop, donc on a gardé cette option. Oui, allez, on le bout. Donc l'idée c'est pour chaque fiche, c'est de créer un truc dynamique où le petit rond se déplace et permet de montrer quel îlot est utilisé, quel bâtiment est utilisé. Donc là où c'était un petit peu galère, j'ai découvert une nouvelle fonction que je ne connaissais pas du tout. Donc d'abord j'ai translaté mes polygones, mais comme je les translatais, je ne pouvais pas utiliser une symbologie. Donc accessoirement, moi j'ai découvert la symbologie par générateur de géométrie en utilisant la superficie. Okay, c'est bon, j'ai fini. Merci de votre attention. Merci et bravo d'avoir tenu le timing de façon aussi précise. À l'instinct, non, c'est top. Et puis franchement, 3 présentateurs et présentatrices, c'est très bien. Ouais, non, ouais, vraiment, c'est très intéressant. Alors, il y a des micros qui vont tourner dans la salle. C'est pour poser des questions. Je précise, si jamais certains voulaient chanter ou quoi. Il y a une question au 4e rang. Bonjour, Théo Benmaka de Région des Pays de la Loire. Je suis cartographe et topographe. On n'est pas loin. Sous quelle forme est-ce que les données archéologiques apparaissent dans le PSMV ? C'est-à-dire, tu veux dire sous quelle forme thématique ou sur quelle forme géométrique Sur le plan, ouais, sous quelle forme géométrique ? Est-ce qu'on voit par exemple les plans des vestiges relevés en fouille ? Alors là, c'est vraiment, il y a un truc particulier parce qu'on a reçu pas mal de données et du coup, il y a un gros travail qui a été fait par les architectes pour créer de la donnée composite. Donc François Gosse, le géomaticien de la ville d'Avignon, nous a fourni vraiment des données super intéressantes, mais qu'il a pu traiter dans le cadre de son travail. Et ensuite, en fonction de nos besoins spécifiques, il a été nécessaire d'adapter. Non pas que les données étaient inintéressantes, mais il a fallu les adapter et les retravailler. Donc c'est surtout de la couche polygone vectorielle ou de la couche linéaire, par exemple sur les façades, sur les rues, etc. Après, sur ces données, on a une base de données où il y a des points, des lignes de surface. Ensuite, nous, on récupère ces informations. On les actualise en fonction des choses qu'on voit sur le terrain. Donc, on continue sur point, ligne, surface pour repérer des vestiges qui ne sont pas aujourd'hui répertoriés dans cette base de données qui vient aussi du département du Vaucluse. Et également, on a un certain nombre d'études historiques et archéologiques qui ont déjà été réalisées, qu'on a mis à l'échelle et géoréférencées, et sur lesquelles on dessine dessus pour respécifier davantage cette information. Et donc là, sur les cartes que vous voyez, j'arrive. Là, il y a une superposition, c'est un travail en cours, mais par exemple, ce que vous voyez en vert très foncé, c'est... Je suis daltonien, je vous préviens, c'est peut-être rouge. Ok.
Donc là, ça c'est la partie de l'Antiquité, et puis ensuite on a plusieurs couches en fonction des siècles qui vont se superposer, et là on répertorie à la fois ce qui est démoli et ce qui est existant. Mais on ne répertorie pas encore vraiment ce qui a été... Enfin, les fouilles, les données de fouilles, elles ne sont pas dans ce SIG-là pour l'instant. Juste une petite précision. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a créé un GeoPackage spécifique. L'objectif initial, c'était de réaliser des fiches et de collecter les données CNIJ, mais c'est aussi de fournir, empaqueter un GeoPackage avec toutes les données pour effectuer des analyses ultérieures. Donc, en fonction des besoins, les futurs utilisateurs, ils pourront un peu piocher au choix dans le GeoPackage et collecter des données qu'on a présélectionnées. Ok, est-ce qu'il y a une autre question? N'hésitez pas à lever la main pendant que la réponse se fait, voilà, qu'on puisse anticiper sur le passage de micro, sinon c'est autant de temps pendant lequel moi je parle. Oui. Je suis un peu Elisabeth Loriol, donc je suis géomaticienne. Et je dois être un peu neuneux parce que j'ai absolument pas compris vos histoires de façade et de matrice. Enfin, j'ai compris l'aspect technique, mais je vois pas à quoi ça peut servir concrètement dans la vraie vie. Alors, Alors, comme on est passé super vite dessus, et comme je vous disais au départ, c'est un outil qui est aussi très expérimental. Et donc, dans l'expérimentation, il y a aussi des doutes qui s'installent sur la utilité de certains nombres de choses. On sait qu'il y a des choses qu'on peut faire sur QGIS. Et après, on essaye de voir comment on les exploite. En ce qui concerne les façades, en tant qu'architecte, quand on fait projet, c'est intéressant de voir, puisque l'outil, ce n'est pas juste pour le service d'instruction, mais c'est aussi au porteur de projet, c'est de voir quelle est la profondeur de la parcelle, la profondeur du bâti. Quand on fait la décomposition de la géométrie, on peut voir comment il s'insère au cœur de l'îlot et quel est le rapport qu'il a par rapport à la façade sur rue. Et à ce moment-là, on peut croiser des analyses pour se dire, par exemple, quand on fait projet, est-ce que il y a des espaces à l'intérieur qui sont moins habitables que d'autres? Est-ce que il faut que je cherche la fin? Non, vas-y, finis. Non, arrête, tu me fais passer pour le méchant, ça se fait pas. Je vais finir dans ce cas. Merci. C'est effectivement un point qui est encore un petit peu en construction. L'idée, c'était d'avoir une page aussi sur l'analyse morphologique pour essayer de comprendre la construction de l'îlot, de voir s'il y a des redécoupages importants et à quelle époque. À Avignon, c'est vrai qu'il y a énormément d'îlots qui résultent de lotissement du Moyen-Âge, et ça se voit très bien par un parcellaire en lanière très régulier. Et ça, on peut le calculer assez aisément avec ce genre d'outils, mais c'est vrai que c'est justement un peu le problème entre le SIG et l'Atlas historique et ses fiches, c'est arriver à rendre compte de ce qui va effectivement être utile pour nous. Et c'est vrai que dans le SIG, à l'heure actuelle, c'est assez intéressant et pertinent à faire de l'analyse spatiale sur ces données de largeur de façade, etc. Et pour autant, c'est vrai... Aujourd'hui, dans l'extraction et dans la fiche îlot, fiche immeuble, c'est moins pertinent et d'autant moins pertinent pour les instructeurs. Donc c'est encore un petit peu, on tâtonne encore un petit peu pour voir si ça va être effectivement inséré dans la fiche ou si ça va rester sous forme de SIG pour faire de l'analyse spatiale. C'est de l'expérimentation. Mais la question est très pertinente parce que c'est effectivement un point... Alors moi, je vais juste conclure en quelques secondes rapidement. Donc l'objectif aussi de ces façades, d'abord dans un premier temps, c'était d'expérimenter, voir le rendu que ça pouvait donner. Et on s'est rendu compte que, entre guillemets, c'était un truc bonus, pas gadget, mais qui était intéressant et enrichir l'analyse. Donc l'idée, c'était de fournir une image statique pour chaque îlot et de donner une vue globale des façades. Et pareil, des espaces non bâtis aussi. C'est juste fournir un relevé exhaustif, entre guillemets. Merci et bravo pour cette question qui dépasse les compteurs de temps de réponse. Merci à vous. Je vous en prie.